J'ai les cheveux longs et la barbe longue qui me vieillissent un peu, c'est la coupe Covid. Bah oui, et bah, Mais bon, vu que j'avais peur qu'il relance un reconfinement ce soir, je suis allé chez le coiffeur cet après-midi parce que je commençais à ressembler un d'accord. peu à la coupe champignon. Je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Salut YouTube, c'est Super Boki. Aujourd'hui, une nouvelle petite interview où je suis assez content car j'ai la chance de pouvoir accueillir Antoine de Brock Studio. Salut Antoine, comment tu vas? Salut Mathieu, ça va très bien et toi? Bah écoute, très très bien. Très content de te recevoir Antoine. On va pouvoir parler du coup de ce que tu fais avec Brock Studio et voir que les anciennes consoles ne sont pas encore mortes grâce à toi et à ce que tu fais en partie. Du coup, je vais te laisser la parole et laisser présenter ce que tu fais. Ok, et bah écoute, donc je suis Antoine, je suis le fondateur de Brock Studio, qui est un studio de jeux vidéo rétro indépendant. L'idée c'est de développer et aussi d'éditer des nouveaux jeux, mais pour les vieilles consoles. Donc aujourd'hui c'est principalement axé autour de la NES et de la Mega Drive, Ouais. mais le but voilà, c'est d'étendre aussi l'activité vers d'autres plateformes comme la Super Nintendo, la Game Boy, et voilà, peut-être pas toutes, mais en tout cas Ouais. celles sur lesquelles on aurait l'occasion de travailler. D'accord. Et quand tu dis que tu es éditeur, c'est-à-dire que une personne qui développe dans son coin, s'il a un projet sympa, il peut très bien rentrer en contact avec toi et te proposer le projet et voir si vous pouvez faire quelque chose ensemble. Voilà, c'est exactement ça. À la base, le studio avait été créé pour éditer mon jeu, Mhm. Twin Dragons. Et après ça, bah, je me suis dit, toute cette expérience que j'ai acquise, autant la mettre au service d'autres développeurs qui voudraient sortir leur jeu au format physique, parce que c'est pas Ouais. si évident que ça. Et voilà, donc moi, soit j'en contacte quand je rencontre des projets sympas ou des développeurs sympas qui ont envie de faire quelque chose, ou des développeurs qui me contactent, qui sont en train de faire un jeu et qui aimeraient bien le sortir au format physique. Alors, que ce soit sur la boutique ou juste dans leur coin, comme c'est arrivé pour Kubo, je sais pas si tu as entendu Ouais. parler de ce jeu, Kubo 3. Voilà, ils m'avaient contacté pour eux faire une petite série, la vente de leur côté, mais le jeu n'est pas sur la boutique obligatoirement. D'accord, ouais, donc il y a pas de, comment dire, de contrat d'exclusivité Brook Studio sur les droits du jeu ou Pas obligatoirement, ouais, ça c'est à définir avec chaque développeur, avec chaque projet, hein. Ouais, Mais non, j'essaye de laisser vraiment le champ libre aux développeurs, de ne pas imposer moi ma vision de leur jeu ou ma vision de comment ils devraient vendre leur jeu. Donc généralement, on arrive à trouver un accord sympa. d'accord. Et ça fait combien de temps que tu as lancé ça maintenant? Alors Brock Studio, je te disais, donc on l'a lancé pour la sortie de Twin Dragons. Donc Ouais, Twin Dragons, c'est une campagne Kickstarter qui a eu lieu en 2017. ouais. Et le jeu est sorti début 2018, donc on va dire que le studio existe vraiment depuis la sortie du jeu, début 2018, donc ça va faire 3 ans maintenant. Ça D'accord. passe très vite. Ouais. Ça t'est venu comment cette idée de te dire je vais développer un jeu pour Nintendo? C'est une très longue histoire. Ah! Du coup, cette Non, 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 petite interview va durer 2 heures et demie. c'est ça. Non, écoute, j'ai un père qui est ingénieur électronique, qui est maintenant à la retraite et qui a toujours aimé bidouiller, bricoler ses trucs dans son coin. Mhm. Et il y a quelques années de ça, il s'est lancé dans l'automatisation complète de sa chaudière, de sa chaudière pour que le chauffage de la maison soit automatique. Et pendant qu'il faisait ça, j'allais régulièrement les voir et je trouvais ça vraiment intéressant, ce qu'il faisait et du coup la programmation d'un microprocesseur, pour, bah, piloter tout ça. Mhm. Et je l'ai un peu aidé là-dedans et en fait de travailler proche, du hardware, c'est un truc qui a vraiment piqué ma curiosité et donc une fois que le projet était fini, je me suis dit: «Bah, c'était vraiment intéressant, j'aimerais bien continuer l'expérience, mais en l'appliquant aux jeux vidéo», puisque je sais que sur les vieilles machines, tu étais obligé de travailler proche du Bien hardware. sûr, ouais. Donc voilà, c'est vraiment parti de là, de ce truc de chaudière, c'est rigolo. Et je me suis dit: «Bon, mais OK, quelle machine serait intéressante?» Et j'avais le choix entre l'Amstrad CPC, qui était la machine qu'on avait à la maison quand j'étais gamin, Ouais. ou la NES, parce que c'est une machine avec laquelle, que j'ai pas eue, mais à laquelle je jouais pas mal avec les copains, quand j'étais plus petit. Et voilà, il s'est trouvé que la NES, c'est une console, je trouve, déjà qui est très connue, qui est un symbole du jeu vidéo et qui est extrêmement bien documentée sur internet et qui est peut-être plus grand public, on va dire, que l'Amstrad CPC. Là où je me dis comme quoi t'es quand même quelqu'un de challenge parce que les gens qui font des homebrew ou des jeux qui ont l'apparence de vieux jeux, ils contournent les limites hardware de l'époque en faisant juste genre un design d'époque et après tu peux y jouer sur tes consoles ou sur ton ordi. Enfin les consoles de maintenant.
que toi tu t'es dit, enfin, c'est presque un double défi parce que tu t'es dit, je vais quand même prendre en compte les limites techniques de la console d'époque pour arriver à faire un jeu. Donc c'est quand même, enfin, je sais pas si on peut parler d'une notion de difficulté supplémentaire, mais c'est vraiment c'est quand même une contrainte assez énorme que tu t'es imposée pour développer des jeux vidéo. Ouais, clairement, c'est une grosse contrainte, qui est à la fois très intéressante pour la créativité et Bien sûr. l'optimisation, que ce soit, voilà, d'un point de vue, artistique, graphique et l'optimisation d'un point de vue code, mais optimisation aussi graphique évidemment. Ouais. Moi ça m'a toujours enfin avec toutes ces nouvelles, plateformes, qu'on a aujourd'hui pour développer tous ces nouveaux langages, ces frameworks, ces moteurs, Ouais. c'est un truc qui m'a toujours un peu effrayé parce que, bah, tu as plein de langages, tout est possible et voilà, j'ai toujours été vraiment intimidé par ça et le fait de se tourner vers ces machines, je sais pas, ça avait un côté rassurant alors que j'ai dû apprendre l'assembleur, donc tu vois, c'est pas un truc qui est Oui, forcément rassurant. l'assemblant, c'est pas rassurant. Ouais, voilà mais je sais pas, c'est quelque chose que je trouvais plus à ma portée et voilà, le challenge de faire ça sur une vieille machine en assembleur, bon après l'assembleur sur ces petites machines, c'est des petits processeurs, donc c'est quand même beaucoup plus accessible, que sur les machines d'après. Mais voilà, ça me faisait moins peur, on va dire. Ouais, je te rejoins. Et tu parlais de la créativité qui était boostée parce qu'il fallait réussir à jouer et contourner un peu ses limites techniques. On a eu cette discussion avec un précédent invité, le docteur Nostal des podcasts de Level Max, qui disait qu'un jeu à l'époque comme Barbarians, je sais pas si tu connais, Bien sûr. c'est un jeu où bah, en gros tu as très peu de boutons et en fait tu pouvais faire tellement de choses. Bon, lui il est pas forcément objectif parce que c'est le jeu de sa vie, tout ça, mais dans l'absolu il avait pas tort en disant comme quoi il y avait beaucoup de choses d'intéressantes au niveau du gameplay alors que t'avais que deux boutons, quoi. C'est fou. Ouais, c'est exactement ça, mais j'avais regardé un bout de l'interview, j'ai pas encore été au bout, mais ouais, il disait, voilà, qu'effectivement selon où tu plaçais la manette en appuyant sur le bouton, C'est ça. le coup était différent et oui, on n'a pas besoin d'avoir un bouton par coup, faire des combinaisons, suffisait et enfin, je pense qu'à l'époque, c'était totalement logique, en fait, de faire ça parce qu'ils avaient pas autre chose. Ils avaient pas le choix donc bah, C'est OK, ça. on va faire des combinaisons et ça marchera très bien. D'accord. Du coup, par rapport à ton anecdote citée précédemment, je me doute que tu as eu un rapport très tôt aux jeux vidéo. Et du coup, on va parler maintenant du petit Antoine, le Antoine Bambin. Comment est-ce qu'il a découvert le jeu vidéo? Alors je pourrais pas te donner l'année exacte, mais on doit être autour de 88, tu vois? Quelque chose comme ça. Ouais. Et mon père avait ramené à la maison donc un Amstrad CPC 464, donc c'est le modèle avec le lecteur de cassette, hein, Mhm. pas de disquette, Aïe aïe aïe, avec les un temps de écran, chargement. ouais, c'est ça, avec un écran couleur quand même et je me rappelle le voir jouer là-dessus, avec mon frère. Mon frère donc qui avait 10 ans de plus que moi, donc moi, tu vois, je devais avoir, allez, 5-6 ans par là et donc mon frère en avait 15-16 et je me rappelle les voir jouer notamment à Sorcery Plus et Bomb Jack, Fruity Frank, tu vois, des jeux comme ça. Je sais pas si toi ça te parle, mais c'est des Bah, jeux qui j'y ai étaient pas joué, mais j'ai vu après coup en découvrant un peu la console. voilà, ouais, Enfin, la c'est console. des la machine, Voilà. des titres assez connus, ouais, ouais. Donc je pense que mon premier vrai contact marquant, en tout cas, parce que j'ai encore vraiment cette scène dans la tête, c'est voilà, cette rencontre avec l'Amstrad CPC, à cette période. Et du coup, c'était une rencontre positive. En gros, t'as tout de suite accroché au concept et tu t'es dit, ah, c'est trop bien le jeu vidéo, et tu t'es mis à fond là-dedans. Ou tu t'es dit, c'est sympa, c'est distrayant, tu y as joué un peu, mais après, t'allais plus vers quand même faire d'autres choses. Alors un petit peu après, donc on a comment dire? On a investi dans un lecteur de disquette, donc ça évidemment ça a été la Ah, révolution pour les temps de chargement et les copies bien oui. évidemment. Les copies de Et sauvegarde, c'était bien une entendu. bien oui, bien sûr. Et voilà, c'était une époque où au lycée, au collège, ça s'échangeait très facilement, les disquettes. Donc moi évidemment j'étais encore au primaire, mais mon frère lui récupérait, des disquettes, à foison. Mhm. Mon père n'est pas du tout joueur, hein, je sais pas pourquoi il s'était pris, d'amour pour ce jeu Sorcery sur Amstrad, c'était rigolo, mais c'est pas du tout un joueur, hein, le jeu vidéo, c'est Ouais. pas du tout quelque chose qui lui parle
Mais voilà, moi je jouais un peu avec mon frère et ma sœur sur cet Amstrad à différents jeux qu'on découvrait, hein, Barbarian dont tu parlais juste avant, puis je pourrais t'en citer des pelles. Mais voilà, je découvrais, j'essayais ces jeux, j'y jouais, et vraiment la question qui revenait à chaque fois, tu vois, je testais ces jeux, et au bout d'un moment, j'allais voir mon père et je lui disais: «Mais comment on fait un jeu pour enfin, comment ces jeux ils sont faits? Comment ils sont créés?» Et sur ces micro-ordinateurs, ce que tu avais toujours à l'époque, tu avais un bouquin qui venait avec, Ouais. tu avais un petit mode d'emploi et tu avais toute une partie qui t'expliquait comment programmer en BASIC, sur ces machines. Tu avais toujours un BASIC intégré et tu pouvais, créer des programmes en BASIC. Ouais, c'est Et vrai, c'est vrai. Je me, ouais, voilà, et c'est parti de là, quoi. je me rappelle quand j'étais minot, mon grand-père, il avait un Apple II GS. Et dessus, enfin avec, il avait un gros bouquin. Et en fait, c'était les jeux, mais tout en code. Et en gros, il fallait recopier ce qu'il y avait dans les pages pour pouvoir y mettre sur des disquettes pour pouvoir jouer à ces jeux. C'est ça, Donc, tu tapais le code du jeu. Bon, c'était rarement des jeux exceptionnels, oui, oui, mais oui, mais voilà, tu tapais le code du jeu et tu pouvais le sauvegarder et y jouer plus tard. Donc ça, c'est ça. c'était assez révolutionnaire, hein, pour l'époque. Et pour l'Amstrad, tu avais ça dans les magazines, je ne me rappelle plus des noms, mais voilà, tu avais toujours un listing dans les magazines que tu pouvais retaper avec un petit jeu à essayer toi-même. Exact. Du coup, là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bond dans le futur, c'est-à-dire notre présent. Et j'aimerais savoir si aujourd'hui, tu joues encore aux jeux vidéo et tu joues à quoi? Je joue très peu aux jeux vidéo, j'y joue très peu parce que, quand je joue, j'ai un énorme sentiment de culpabilité de perdre mon temps. Et Broke Studio me prend énormément de temps à Ouais. côté, hein. Là vraiment, je suis un peu des fois débordé par le boulot, mais c'est cool, hein, c'est plutôt bien. Mais voilà, quand je joue, c'est un peu, un peu compliqué de rester dedans. Donc j'aime bien les jeux où j'ai pas besoin de m'investir des heures et des heures, où je peux faire une petite partie par-ci par-là, et je peux arrêter quand j'ai envie, et le reprendre, 3 semaines après, c'est pas un souci. Donc il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait Cuphead, Ouais. qui commence à dater un petit peu, mine de rien, mais qui est exceptionnel. Et voilà, celui-là, je suis content, j'ai pu aller au bout, j'ai pris mon temps pour le faire, mais je me suis éclaté. Là, en ce moment, je joue, sur Switch à Hunter the Gungeon, voilà, je peux faire une partie le soir si j'ai envie, 10 minutes, une demi-heure, sans avoir besoin de m'investir, 2-3 heures d'affilée, Ouais. pour en profiter, quoi. Genre, tu vas pas te lancer sur un jeu style Ghost of Tsushima ou des choses comme ça où ça te demande d'investir 70 heures, 80 heures. Voilà, tu vois, je connais même pas ce jeu, c'est pour te dire, j'ai du mal à suivre l'actualité. Non, voilà, mais par contre, j'essaye, comme je te disais en off, le lundi soir, je fais des streams, je Ouais, me force à faire ça maintenant, le lundi soir à 21 h, où je joue à des homebrew, donc des nouveaux jeux pour les vieilles machines, pour, moi, prendre un peu de temps pour jouer et faire découvrir, ces nouveaux jeux qui sortent aujourd'hui pour les vieilles consoles et les vieux micro-ordinateurs. d'accord. Et d'ailleurs, si tu me l'autorises, je mettrai en description le lien vers ta chaîne Twitch si ça peut Eh permettre ben, aux gens bien sûr, de découvrir un peu ce que tu proposes. pas de Euh, souci. donc, on a vu la genèse d'Antoine au niveau du jeu vidéo. On a vu qu'actuellement, forcé par les choses par rapport à ton temps et puis ouais, au fait de ne pas vouloir perdre de temps, que tu n'étais plus vraiment un gros joueur aujourd'hui. Est-ce que un peu entre ces deux périodes, il y a eu un jeu ou une console qui aurait marqué ta vie de joueur? Ah, écoute, la Madeleine de Proust, pour être vraiment honnête, c'est l'Amstrad. Ça va être Ouais, dur vraiment à cause de tous les souvenirs qui sont associés à cette machine. Après, entre les deux, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais, en fait, été un gros joueur. Le jeu vidéo m'attire parce que je trouve que c'est un support génial, ouais, d'interaction, que ce soit en jeu solo ou en jeu multi. Je trouve vraiment que c'est quelque chose de super, d'exceptionnel, mais j'ai jamais été un gros joueur. J'ai beaucoup joué, et ça s'en fera peut-être rire certains, j'ai beaucoup joué à la Dreamcast, ah, c'est qui très bien, c'est très bien. qui est une console que j'avais bien aimée. C'est dommage qu'elle ait pas mieux marché, donc il y en a plein qui diront qu'il n'y avait pas eu assez de gros titres, dessus, mais ouais, c'est une console sur laquelle j'ai passé pas mal de temps. Ouais. Et t'avais un jeu, un peu un jeu phare sur Dreamcast qui t'aurait à l'époque pris pas mal de temps? J'ai beaucoup joué à Space Channel 5,
Je Ah sais oui. pas si ça te Si, parle. si, 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 ça me parle, ça me parle. Je peux la comprendre, le beaucoup joué à Space Channel 5, mais d'accord. C'est c'est pas le jeu que je pense beaucoup de personnes te sortiront comme, Non, mais comme jeu de référence sur la Dreamcast. Moi, c'est un jeu que j'ai vraiment les gens adoré. te diront, non mais la Dreamcast c'était Shenmue, alors que moi j'étais passé à côté à l'époque. 10 ans après, je l'ai fait, et pour moi ça a été une purge Shenmue. Je suis désolé pour tous ceux qui aiment Shenmue et qui le vénèrent, hein, mais je me suis dit, il faut que je le fasse. C'est un pan de l'histoire du jeu vidéo incroyable. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, mais c'est lent et c'est chiant. Même si je veux bien comprendre que les gens aient pu apprécier à l'époque. J'ai un peu cette honte de ne pas avoir une grosse culture, jeux vidéo, Bah, après, il y a. des gros titres et tout, C'est mais pas une question de honte, dans le sens où toi, t'as plus vu très rapidement le jeu vidéo et surtout les consoles comme un moyen de pouvoir de pouvoir engendrer un processus créatif ouais. au travers des jeux. Donc voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est très intéressant de pouvoir échanger avec toi, dans le sens où toi, tu vois pas la console genre juste pour jouer et t'amuser. Tu la vois pour créer, et c'est très intéressant également. Ce que je te En pro... autre jeu, Oui. ouais, Non, non, juste vas-y, pour finir dis-moi. sur la Dreamcast, en autre jeu que je peux te citer, moi j'ai joué à Sonic Adventure et Ouais. j'avais joué aussi à Razor Freestyle Scooter, Oh là. donc un anglais approximatif, qui est en fait un espèce de copie de Tony Hawk, mais en patinette. Voilà. Incroyable. Eh ben écoute, j'essaierai de trouver des images que je mettrai parce que je pense que peu de gens connaissent. Mais bon, si C'est bien c'est de citer des gens des jeux que peu de gens connaissent. bien entendu, du coup, voilà la chaude recommandation de l'ami Antoine, un jeu de patinette. Écoute, ce que je te propose, c'est que sans aucune transition, nous passions maintenant sur la partie questions-réponses, un concept assez innovant que j'ai voulu mettre en place sur la chaîne, où je te fais le pitch, je pose une question et où tu fais une réponse. Donc Eh ben, on l'a très rarement vu, mais voilà, je tente des petites folies comme ça. Et on va commencer par une question simple qui te demande quand même un peu de concentration, car elle te concerne. Faire en 2021 des jeux pour des consoles 8 ou 16 bits. Est-ce que c'est une idée de génie, du masochisme ou les deux? c'est clairement les 2. C'est clairement les 2. Je pense que c'est alors une idée de génie, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je trouve que c'est une bonne idée dans le sens où aujourd'hui on a un marché indé qui est un peu saturé, hein, c'est un peu dur de sortir du lot, en créant un jeu indé aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour tous ceux qui le font et qui arrivent à sortir du lot, Ouais. c'est génial. Donc c'est une idée de génie dans le sens où ça te permet toujours de créer un jeu, mais de le faire ailleurs, sur un marché qui est bon, ça reste un marché de niche, mais je trouve que c'est un marché assez grandissant. Et, et voilà, il y a ce côté vraiment intéressant. Après, du masochisme, parce que à cause des contraintes de ces machines Bien sûr. qui font que le temps de développement pour, pour un jeu qui peut paraître basique ou pour lequel on pourrait dire ouais ça avec Unity tu le fais en un mois, 2 mois et toi tu vas mettre un an à le coder parce que tu vas chercher à optimiser le moindre truc, à pousser la machine dans Ouais. des endroits où c'est pas trop son habitude d'aller, enfin voilà. Mais je trouve que les deux forment une bonne combinaison quoi. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai une petite question, je vais me permettre de digresser un petit peu par rapport aux contraintes de la machine et du coup des cartouches. Est-ce que vous essayez de garder un ordre en termes d'espace, de mémoire? Vous essayez de garder une plage mémoire qui est la même que les jeux d'époque, ou vous vous accordez à prendre un peu plus de place que les jeux d'époque? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Alors ça dépend vraiment du développeur, de son envie de faire, ouais, du challenge qui va s'imposer. Ouais. Alors là, je vais parler de la NES parce que c'est celle que je connais le mieux. La NES, en gros, tu as la plus petite cartouche fait 40 kilooctets et la plus grosse fera, allez, en trichant un petit peu, fera 1 méga. D'accord. Sachant que ce méga va être coupé entre 512 pour le programme et 512 pour les graphismes. Je ne sais pas si tu as entendu parler du jeu Micromage, Oui, oui. qui est sorti pour NES, voilà, qui, eux, se sont imposés la contrainte de sortir le jeu sur une cartouche de 40 kilos. Ah, quel enfer. Donc avec toutes les optimisations, toutes les trucs et astuces que tu peux Ouais. utiliser pour faire rentrer le jeu là-dedans au chausse-pied.
Moi, j'impose rien, hein, de toute façon, je j'ai la possibilité de faire des cartouches qui vont de 40 à 512. Au-dessus de 512, le problème, c'est que tu vas avoir des coûts de production qui seront plus élevés. D'accord. Donc, idéalement, on va rester, enfin 512, ou 1 méga, mais ça s'est pas encore présenté à moi ça, 1 méga. Mais voilà, 512 kilos, on va dire que c'est le max sans se prendre la tête et sans faire exploser les coûts de production. D'accord. Donc, tant que ça reste dans cette fourchette, ça va. Et après, au-dessus, c'est des contraintes différentes. Question suivante. Un gros studio te propose de faire un portage HD de Twin Dragons sur PS5. Est-ce que tu signes? Bah, écoute, oui, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Faut voir, ce qu'ils proposeraient en termes de contenu. Si c'est un «bête portage» entre guillemets, je pense que ça va pas marcher. Si c'est un portage avec amélioration, pourquoi pas, ouais. Ça te dérangerait pas de voir ton jeu migrer sous une autre forme si on te le proposait et que c'était intéressant? Ouais, carrément, et plusieurs fois on m'a demandé de porter Toon Dragons pour Switch, parce Ouais. que c'est une machine qui s'y prête bien. Ça a pas été fait parce que, malheureusement j'ai pas le temps ni les compétences de faire ça. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir proposer avec le studio, tu vois? Les devs qui viennent me voir, qui ont envie d'avoir leur jeu, sur la boutique, de leur dire: «Si ça vous intéresse, en plus, on peut s'occuper du portage Switch ou une autre plateforme», j'en sais rien. Mhm. Et c'est toujours une visibilité supplémentaire. On va pas se mentir, il y a un gain supplémentaire financier. Bien sûr. Ça permet à des joueurs qui n'ont pas la machine d'époque et qui n'ont pas envie de s'embêter avec un émulateur, de jouer facilement au jeu. Parce que ça existe aussi, il y a des gens qui n'ont pas la machine, donc qui achètent le jeu au format dématérialisé, Ouais. qui jouent sur émulateur, Recalbox ou quoi que ce soit. Mais pouvoir le jouer sur leur console portable, sur une Switch ou autre chose, bah t'es gagnant aussi, quoi. On embraye sur la prochaine question et on va parler de la next gen. Est-ce que Oula. toi, ça t'intéresse ou OZEF quoi de la next gen pour l'instant, ça te passe au-dessus? Ça me passe un peu au-dessus. Je trouve Ouais. ça génial que ça continue d'évoluer, qu'on sorte des machines toujours plus puissantes. Hem, je sais pas trop comment le dire sans paraître ultra désagréable. Aujourd'hui, on a des Tu peux ouais, être désagréable, hein. Je mettrai sur YouTube non, enfin, l'interview du désagréable. je veux pas, paraître une fois encore, prétentieux ou quoi que ce soit dans ce que je vais dire, mais aujourd'hui, on a des machines surpuissantes, que ce soit des PC, que ce soit des consoles, et on a des outils pour développer des jeux, qui permettent de faire ça sur toutes les plateformes et qui du coup ne sont pas du tout optimisés. T'as des gens aujourd'hui qui vont se plaindre de lag sur des jeux qui sortent sur des consoles next-gen ultra puissantes. Ouais. Et moi, ça c'est un truc que j'ai du mal à concevoir quand je vois les machines qui sont mises à disposition, qu'on ait des jeux qui rament. Et pour moi, le problème vient de là, c'est que c'est des jeux qui sont codés multiplateformes, qui embarquent à chaque fois plein de codes qui leur sont totalement inutiles, qui tournent quand même à un moment ou un autre, même si ça sert pas. Je dis tout ça avec des pincettes, je Ouais, suis pas moi je assez comprends. connaisseur, mais c'est comme ça que je vois la chose. Et je trouve ça dommage enfin après voilà, c'est justifié par la rentabilité et la productivité, bon, c'est le jeu, hein. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage, d'en être, réduit à se cantonner à ce truc-là. Je sais qu'il y a plein de développeurs qui font l'effort de mettre les mains dans le cambouis, de coder leur jeu, presque de zéro, en C, en C++, et que ce soit très facilement, portable sur toutes les machines et que ça tourne, sans le moindre lag, les doigts dans le nez. Je pense à Dead Cells Ouais. qui est dans ce cas, à Wonder Boy 3, le remake, qui est dans ce cas également. Et voilà, c'est des tours de force pour moi au niveau programmation, plus que, des jeux, des triple A qui sortent aujourd'hui, tu vois? Ah ouais, je comprends tout à fait ton point de vue. Et en parlant de Et oui. non, mais voilà, pour répondre plus précisément à ta Ah, question, j'en ai pas, rien à foutre de la next gen. Je trouve ça cool qu'il y ait des choses, qui sortent. J'ai malheureusement pas les moyens de me payer une PS5 et les jeux qui vont avec, et pas le temps d'y jouer, donc pour moi, ça n'a malheureusement pas d'intérêt, d'investir du temps là-dedans aujourd'hui. Peut-être plus tard. d'accord. Tu as parlé juste avant de AAA, et figure-toi qu'une nouvelle fois, un studio t'approche.
Et il aimerait pour une campagne marketing faire un démake d'un de ses jeux. Prenons un exemple, on va dire Bethesda qui voudrait faire un démake de Fallout 4 et il propose ça à ton studio. Est-ce que toi ça t'intéresserait de faire des démakes tu vois ce que c'est le démake ouais. Bien sûr. De toute façon, oui, parce que c'est un Bien peu. sûr. Là, je me suis dit, je suis bête. Non, non, écoute, tu fais bien de préciser, on sait jamais. Je pense que je signe tout de suite. Bah oui. Très honnêtement, c'est un challenge qui est super intéressant. D'un point de vue, je pense déjà créatif au niveau gameplay, parce qu'évidemment, il y a des trucs qu'il va falloir revoir complètement. Tu peux pas faire, déjà, tu peux pas faire de 3D. Enfin, ça dépend une fois encore de la machine qui va être Bien sûr. ciblée. Mais si on veut rester voilà, sur de la NES, puisque je parle de la NES Ouais. depuis le début, tu vas avoir un gameplay qui va être complètement à revoir, une approche du jeu très différente, et là, il va falloir être créatif sur tous les points, mais avec un jeu déjà existant, avec une trame déjà existante, avec plein d'éléments déjà existants. Et mine de rien, même s'il y a beaucoup de choses à refaire, ça te mâche pas mal de travail. Bien sûr. Et si c'est un gros studio qui demande ça, il aura forcément les moyens, donc il y a moyen de se faire plein d'argent en plus. Non, je Eh plaisante. oui. Bah, non, mais c'est vrai. Et puis le coup de projecteur, quoi, c'est. Ouais, voilà. On va parler un peu de tes préférences sur le jeu vidéo. Est-ce que tu préfères un jeu au lore exceptionnel, mais avec un level design à chier, ou un jeu avec un gameplay super efficace, mais tout le reste un peu aux F? Et ben ouais, c'est rigolo, je sais plus avec qui j'ai parlé de ça il y a pas longtemps, je crois que c'était avec Faye, et Incroyable. que tu connais bien évidemment. Oui. Et écoute, ma réponse c'est clairement la réponse 2, hein. Je préfère 1000 fois un jeu moche avec une musique pourrie que tu pourras couper, mais avec un très bon gameplay et quand même un bon level design, parce que Ouais. sinon ça va avoir peu d'intérêt, qu'un jeu super beau avec une histoire pas permis, mais qui est totalement injouable, quoi, qui est super mal foutu, où tu prends pas de plaisir à jouer en fait. Le Ouais. plaisir de jouer, c'est pas un jeu beau et un gameplay pourri, c'est un bon gameplay et un bon level design. Après, le reste, évidemment que c'est un bel emballage, mais Super Mario Bros est pas spécialement joli, et ça reste une référence aujourd'hui en termes de gameplay Bien sûr. et de level design. Bien sûr. Et je te comprends, parce que quand je t'ai dit en off que j'avais aucune expérience en développement de jeu, c'est faux. Figure-toi que j'ai passé beaucoup d'heures sur Game Dev Tycoon, et du coup j'en ai fait du jeu. Il est très très bon celui-là. Avant-dernière question, que le temps passe vite. On va appeler ça la question vague. L'émulation. C'est cool ou c'est pas cool? C'est cool parce que tout le monde n'a pas forcément soit les moyens, soit l'envie de racheter des vieilles consoles, mais ont quand même envie de jouer, ce que je disais tout à l'heure, à des nouveaux jeux ou même des vieux jeux, hein. Et voilà, l'émulation, c'est le meilleur moyen de faire ça. Donc que ce soit voilà, installer un émulateur, que ce soit se payer une Recalbox, c'est... Il n'y a pas de règle, hein, en fait, hein. Le Ouais. but, c'est de jouer au jeu, donc peu importe le moyen, le but, voilà, c'est de jouer, hein. C'est quand même ça le principal, faut pas l'oublier. On arrive sur la dernière question qui n'est pas vraiment une question mais plus un exercice de style. J'aimerais que tu me fasses l'éloge, tu as 1 minute pour ça, de ces mini-consoles rétro qui sont apparues ces dernières années. Tu as le droit de faire preuve de mauvaise foi, de mentir, la parole est à toi. Écoute, mais très honnêtement, je trouve que ça a du bon, Hmm. parce que ça a permis à pas mal de personnes de se replonger dans cette nostalgie, une fois encore, sans racheter le matériel d'époque, avoir besoin de se racheter un CRT, de se casser le dos, d'avoir une image dégueulasse. Et je pense que pour tous ces gens-là, c'est juste génial, en fait, hein, de pouvoir replonger dans leur enfance. Et pour des gens comme moi, c'est une porte ouverte pour leur dire, mais regardez, vous pouvez rejouer à tous ces jeux auxquels vous avez joué quand vous étiez plus jeune. Et si vous voulez prolonger l'expérience, on a des nouveaux jeux. La plupart, ils ont déjà tous craqué leur machine. Vous pouvez glisser la ROM dessus et aussi jouer à ces nouveaux jeux pour votre NES Mini, votre SNES Mini ou quoi que ce soit. Ouais. Je trouve pas que ce soit mauvais en soi. Après, évidemment, Oui. d'un point de vue purement marketing et commercial, c'est discutable. Mais D'un point de vue d'offrir une accessibilité aux gens sur des jeux qui étaient ou des consoles presque oubliées pour certains, voilà, c'est le positif que tu peux tirer de ces mini ouais, consoles. carrément.
carrément. D'accord. Et d'ailleurs, petite digression avant d'arriver sur la conclusion. Et oui, déjà, est-ce que tu as eu l'opportunité ou l'occasion ou l'envie de contacter justement des éditeurs de consoles ou de plateformes de rétro gaming pour mettre justement des jeux que tu as pu développer pour donner un coup de projecteur en fait à ton travail? Eh ben écoute, ça a été fait, très récemment avec, Recalbox, avec Ouais, Fabrice, ouais, qui, fin d'année dernière, il m'avait très gentiment invité pour une interview, dans son émission là. ouais. Et du coup, bah, en discutant avec lui, il m'a dit: «Mais si tu veux, tu m'envoies, les démos des jeux que tu as en boutique, avec voilà, une image, un visuel, un petit texte, un machin, l'accord des développeurs évidemment, et nous on les rajoute, de base, avec la distribution Recalbox». D'accord, donc, Et donc tu fais partie de la liste des contributeurs sur les jeux prévus de base sur les installations de Recalbox. et ben ouais, ouais, quelque part, ouais. Bah non, mais c'est Et top. on va prolonger ça, il y a des trucs là qu'on est en train un peu de mettre en place avec Recalbox qui vont être Ouais, sympathiques, super. et on va essayer d'ajouter d'autres jeux qui sont pas forcément sur la boutique, mais moi je vais essayer de prendre contact avec d'autres développeurs que je connais, toutes plateformes confondues, et leur dire: «Voilà, il y a ça qui peut vous donner de la visibilité, si vous avez envie d'en profiter, c'est pas compliqué, il vous faut une démo de votre jeu, un petit texte pour expliquer ce que c'est, un petit visuel, et roule quoi». Antoine, ça y est, cette petite interview se termine déjà. Enfin, petite, je vois déjà qu'on est à 45 minutes au niveau de l'enregistrement. Donc on verra comment on peut s'arranger. J'espère bah, du coup que tu as apprécié ce moment passé avec moi. Avant de se quitter, niveau actu sur Brock Studio, sur du court, du moyen terme, il y a des choses que tu peux dire ou c'est un secret que tu détiens et tu ne diras rien du tout? Non, non, écoute, je peux t'en parler, il y a pas de souci, et Ah, déjà merci beaucoup à toi, pour l'invitation et pour l'interview. Ça me fait extrêmement plaisir de passer, sur ta bah chaîne. c'est moi. Au niveau actu, on est en train de lancer des versions Famicom de 4 jeux qu'on a sur NES sur la Oh. boutique. Donc, voilà, tu vois, on a une petite boîte, de Twin Dragons, désolé pour le reflet, hop, Ouais, mais joli visuel. Jolie avec boîte. un avec un format, cartouche, japonais, hein, du coup, un Ouais, visuel bah, la revu. Famicom, ouais. Et ouais, donc on va avoir 4 jeux qui vont être disponibles sur la boutique, au moins en précommande très bientôt. Ouais. Pas de temps. Et tout ce qui est arcade comme la Neo Geo, c'est aussi des systèmes un peu plus complexes ou ça reste un peu dans la même mouvance que Mega Drive ou Super Nintendo par exemple? Ouais, je dirais que la Neo Geo, je vais me faire taper dessus en disant que c'est un peu à mi-chemin entre les 2, mais je pense que déjà quand tu enlèves l'aspect 3D, Ouais. c'est un peu plus accessible, on va dire, mais évidemment, c'est sur le visuel que ça va beaucoup se porter. Tu une attente, très importante là-dessus. Et le visuel, ça a un coût qui n'est vraiment pas négligeable, un coût et financier et en temps, parce qu'évidemment, il faudra développer, créer plus de décors, plus détaillés, plus d'animations, de frames d'animation, et cetera. Mais Neo Geo, j'aimerais bien faire quelque chose dessus, soit moi, soit un autre projet extérieur, qui serait intéressant à sortir. Donc ouais, Neo Geo, un jour, j'y viendrai. Je Ah, peux pas te dire quand, mais un jour. un jour, j'y viendrai. Et bah du coup, tu pourrais très bien faire un, un demake de Windjammer 2 qui va sortir sur Neo Geo. Pourquoi pas, Quel si enfer. si j'ai les droits de l'éditeur. Bah écoute, je te remercie une nouvelle fois. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le partage, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à aller voir le travail fait par Antoine, si vous aimez vraiment tout ce qui est les vieilles consoles, le rétro gaming. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Salut YouTube, salut Antoine. Ciao!